Chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon intitulée Les accouplements. Alors, pourquoi on utilise les accouplements? Donc, tout simplement pour lier un arbre moteur et un arbre récepteur. Donc, l'arbre moteur va transmettre une énergie mécanique vers un récepteur. Ce récepteur, bien sûr, c'est la machine 2. Il peut être une pompe, il peut être un compresseur ou un autre récepteur qu'on va entraîner en rotation et bien sûr à laquelle on va transmettre une énergie. La particularité de ces accouplements, c'est qu'ils vont transmettre la même puissance, c'est-à-dire que la puissance du moteur sera égale à la puissance du récepteur. Alors, on représente ça sous forme d'actigramme à moins 0, accouplement, système. Alors, le rôle, donc l'étape initiale, ce sont des arbres qui sont séparés. Et bien sûr, l'étape finale, ce sont des arbres liés. Alors, arbre moteur et arbre récepteur. La fonction globale, c'est lier en permanence deux arbres, c'est-à-dire sans jamais les séparer. D'accord? Donc, c'est une liaison qui sera permanente, qu'on ne va jamais les séparer, sauf si on a eu un accident, par exemple, ou une défaillance au niveau de l'accouplement. Bien, donc la fonction globale, c'est lier en permanence deux arbres, transmettre sans modification de la vitesse un mouvement de rotation entre deux arbres. C'est ça la fonction globale. Bien, alors là, les éléments qu'on aura besoin pour faire les calculs, c'est la puissance mécanique. Donc la puissance, puisqu'il s'agit d'un mouvement de rotation, on va parler d'une puissance de rotation qui est égale au couple fois la fréquence de rotation ou bien la vitesse angulaire. Bien, alors il faut faire attention aux unités. Donc en unité internationale, toujours la puissance c'est en watts, le couple c'est en mètres newton et la vitesse angulaire c'est en radians par seconde. Et souvent, on est amené à calculer la vitesse angulaire en fonction de la fréquence de rotation n en tours par minute. C'est pour cela qu'on a ici W égale 2πn sur 60. Bien, un petit exercice pour introduire ces accouplements, très simple, c'est voilà, on va transmettre une puissance de 10 kW à une fréquence de 500 tours par minute. On va calculer la valeur du couple. Donc, je vous laisse calculer cette valeur de couple. C'est très simple. On va dire que le couple égale à la puissance divisée par oméga. Et bien sûr, ici, on vous donne la fréquence de rotation n. Et de cela, on va calculer oméga égale à 2πn sur 60, c'est-à-dire oméga égale à 2π fois 500 tours par minute divisé par 60, ce qui va nous donner la valeur que vous allez trouver. Bien, je vous laisse faire cet exercice, c'est très simple. Et on passe à les choix d'un accouplement. Alors, comment on va choisir un accouplement? Bien sûr, l'accouplement est choisi selon le couple qu'on va transmettre, c'est-à-dire il faut chaque accouplement est adapté à un certain couple, d'accord? Et aussi, il dépend aussi de la vitesse que je vais transmettre, d'accord? Donc, c'est-à-dire la puissance. Si on a une puissance moteur qui est très importante, hein, à ce moment-là, donc le couple va être différent. Et aussi, il va dépendre de défauts, des défauts prévisibles d'alignement des arbres. Donc, je sais très bien que entre les arbres dans la normale ou dans le parfait, les deux axes doivent être le même axe sans défaut. Donc, mais dans la réalité, on a souvent des défauts. Donc, ces défauts-là, ils varient bien sûr selon la précision. Les vibrations, bien sûr, on a un défaut, automatiquement, il va engendrer des vibrations de rotation due à la transmission et aussi les contraintes d'environnement, c'est-à-dire est-ce que ces accouplements vont résister aux différents environnements, c'est-à-dire la température, l'humidité, les vibrations, la poussière, la corrosivité, etc. Bien, alors maintenant on va distinguer les familles d'accouplement. Donc, premier type d'accouplement, le plus utilisé et le moins cher, puisqu'il est facile à réaliser, c'est ce qu'on appelle l'accouplement rigide. Quand on dit rigide,
Ça veut dire qu'il n'y a pas d'élément élastique à l'intérieur de cet accouplement-là. D'accord? Alors, rigide, ça veut dire qu'il est assemblé, hein, il n'y a pas d'élasticité. Et d'ailleurs, ce type d'accouplement-là exige un parfait alignement des arbres à accoupler. Il n'accepte pas les défauts, puisque si on a un défaut, automatiquement, il va pas filtrer, hein, les vibrations. Donc ces défauts-là vont engendrer des vibrations. À retenir, le symbole normalisé, c'est celui-là qu'on va utiliser surtout sur les schémas cinématiques, hein, c'est l'accouplement rigide. Hein, vous voyez ici les croix, ils désignent qu'il n'y a pas de défaut et il n'y a pas d'éléments élastiques. Alors, pour ces accouplements-là, on peut avoir des types d'accouplements par obstacle, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle qui va, hein, entraîner les arbres, que ce soit moteur et récepteur. Un exemple, manchon et goupille, donc ce sont des technologies ici, ce sont des technologies de construction qu'on peut avoir pour réaliser un accouplement rigide. Donc vous voyez ici qu'on a deux arbres, l'arbre moteur et l'arbre récepteur, et on a un manchon, hein, et on a des goupilles qu'on va introduire à l'intérieur de ces cercles-là. Donc ces goupilles-là vont être considérées comme des obstacles, et bien sûr, ils vont constituer un encastrement, hein, entre les deux arbres moteurs et l'arbre récepteur. Ils vont constituer un ensemble. Donc ce sont des constructions, hein, des technologies utilisées pour les accouplements rigides. On peut trouver un autre type, c'est ce qu'on appelle manchon et clavette. Donc vous voyez, le manchon est toujours utilisé, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir la goupille, on va utiliser des clavettes. Ici, on a des clavettes parallèles à bout ronde, donc le bout rond, c'est-à-dire la périphérique, vous voyez ici, le bout il est rond, et ce sont des clavettes parallèles. Donc l'obstacle ici, ce sont les clavettes, et vous avez le manchon qui va réaliser un encastrement et ce qu'on appelle un accouplement rigide par obstacle. Un autre type d'accouplement, ici on a utilisé des plateaux au lieu d'avoir des manchons, on a des plateaux et ces plateaux-là sont liés par des boulons, hein, vis et écrou, et vous avez la clavette. La clavette toujours, il va réaliser ce qu'on appelle l'obstacle et tout ça va constituer un accouplement rigide. Bien, donc un autre type d'accouplement, c'est ce qu'on appelle un accouplement, bien sûr toujours dans l'accouplement rigide. Un autre type, c'est par entraînement, par adhérence. Alors, par entraînement, par adhérence, on dit souvent adhérence, ça veut dire qu'il y a un certain collage, il y a un certain, hein, contact permanent, si vous voulez, entre les deux manchons qui vont bien sûr assembler l'arbre moteur et l'arbre récepteur. Alors, vous voyez, donc, il y a une adhérence, vous voyez ici, par soudure. Donc, c'est une adhérence qui est permanente. Donc, vous avez l'arbre moteur et l'arbre récepteur qui vont être soudés. Et aussi, ici, il y a de la colle. Hein. Il y a de la colle, une colle très spéciale, hein, une colle qui va résister aux différentes températures et qui va constituer, bien sûr, un encastrement permanent. Et bien sûr, un encastrement qu'on ne peut pas le démonter. Si on veut le démonter, on doit détruire toutes les surfaces. Bien, alors maintenant on va passer à un autre type d'accouplement, c'est ce qu'on appelle l'accouplement élastique. Alors la particularité de cet accouplement élastique, le mot élastique, ça veut dire que c'est un accouplement qui tolère des défauts, mais des petits défauts, bien sûr des défauts d'alignement entre les deux arbres. C'est-à-dire que l'axe de cet arbre-là avec l'axe de l'arbre récepteur et de l'arbre moteur, on peut tolérer, hein, on peut avoir un défaut, hein, d'alignement, et ce défaut-là va être compensé par les éléments élastiques. Alors, donc, dans un accouplement élastique, on peut alors, dans un accouplement élastique, on peut le connaître tout simplement lorsque on a un élément ou plusieurs éléments intermédiaires dans l'accouplement et sont élastiques, hein. Ça veut dire qu'il y a du plastique, par exemple, à l'intérieur d'un accouplement, ou bien il y a du caoutchouc à l'intérieur d'un accouplement, hein, ou bien il y a un élément qui est élastique. Et bien sûr, cet élément élastique, son rôle, c'est tout simplement amortir et filtrer les vibrations.
D'accord? Et bien sûr, ce type d'accouplement élastique, il tolère les défauts, hein, plus ou moins, certains défauts d'alignement des arbres. Donc, le symbole normalisé d'un accouplement élastique à retenir, c'est celui-là, et qu'on peut le voir sur des schémas cinématiques et qu'on peut vous demander le type de cet accouplement. Alors, les différents types de défauts qu'on peut avoir dans un accouplement. Donc ici, le premier cas, il n'y a pas de défaut, hein, c'est sans défaut. Donc dans ce cas-là, on peut utiliser des accouplements rigides, puisque ce sont des accouplements qui ne tolèrent pas de défaut. Ici, le deuxième, on a un défaut radial. Donc vous voyez que les axes ne sont plus dans la même ligne. Donc on a un défaut radial, c'est un défaut d'alignement, ou bien un défaut axial, ou bien un défaut angulaire, ou bien un défaut de torsion. Hein. Un défaut de torsion, c'est un défaut, hein, qui permet à l'arbre récepteur, par exemple, de tourner et l'arbre moteur, il est encore fixe. Donc ça, on dit que c'est un défaut de torsion. C'est de la matière qui va avoir ce défaut-là. D'accord? Donc ce défaut-là, ces défauts d'alignement-là, hein, on peut les tolérer dans le cas d'un accouplement élastique. Ok, mais bien sûr, c'est un défaut qui est très fin. Alors, un exemple de construction qu'on peut avoir pour les accouplements élastiques, on va remarquer ici, vous avez deux arbres, l'arbre moteur et l'arbre récepteur. Vous avez ici deux manchons ou deux plateaux, et par l'intermédiaire, on a un élément élastique sur le toit. Souvent, c'est en caoutchouc, hein. Un élément élastique, c'est un élément qui va compenser et qui va filtrer et va amortir les vibrations. D'accord? Donc, on va le voir sous forme d'image. Voilà, c'est l'élément 3. Donc, c'est du caoutchouc. Et vous pouvez la voir ici, par exemple, ici, c'est celui-là, c'est en caoutchouc. Et les deux manchons-là vont être montés sur l'arbre moteur. Et de l'autre côté, l'arbre récepteur. Et bien sûr, ils vont être entraînés par ce vis de pression 5. Le vis de pression qui va entraîner. Et bien sûr, sur l'arbre, on a une rainure de clavettes, une rainure de clavettes, les deux côtés, et qui va donc constituer ce qu'on appelle un encastrement, et qui va permettre d'entraîner l'arbre moteur et l'arbre récepteur. Et bien sûr, c'est ce qu'on appelle un type d'accouplement élastique. Donc le type du constructeur ici, accouplement flector. Donc ça, c'est le constructeur qui a donné cette idée-là, le type de cet accouplement-là. Alors, un autre type d'accouplement toujours élastique, c'est ce qu'on appelle manchon à gaine flexible. Donc la gaine, c'est celle-là, c'est cette gaine-là, c'est celle-là, c'est le 5. Vous remarquez que cette gaine-là, elle est en caoutchouc, hein, et il va être amorti, donc il va tolérer des défauts, que ce soit axial, que ce soit radial, hein, ce sont des défauts d'alignement. Et bien sûr, ils vont compenser encore les vibrations, ils vont filtrer ces vibrations-là. Et bien sûr, ici, vous avez la partie arbre moteur et la partie arbre récepteur. Et l'entraînement par obstacle est réalisé par une clavette. D'accord? Une clavette. Donc, c'est un type de construction, c'est un type de solution technologique utilisée pour réaliser les accouplements élastiques. Alors maintenant, on va passer à d'autres types d'accouplements. C'est ce qu'on appelle les accouplements flexibles. Ce sont d'autres accouplements qui vont tolérer des grands défauts et qui vont bien sûr euh, s'adapter avec des situations difficiles à réaliser par les accouplements élastiques ou bien les accouplements rigides. C'est ce qu'on appelle les accouplements flexibles. Un symbole normalisé qu'on utilise souvent, c'est ce symbole-là. Alors, ces accouplements-là, ils sont proches des accouplements élastiques, mais bien sûr, ils ont une rigidité en torsion importante, d'accord? Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas des accouplements élastiques, hein, parce qu'ils tolèrent des défauts d'alignement très importants, bien sûr, à l'écart, bien sûr, des défauts de torsion. Donc, les défauts de torsion, ils ne vont pas les tolérer. Et bien sûr, ils ne filtrent pas les vibrations, puisque souvent ce sont des accouplements qui sont rigides, mais qui sont spéciaux. C'est ce qu'on appelle les accouplements flexibles, qui vont s'adapter à d'autres situations autres que les accouplements rigides et les accouplements élastiques. Alors, on remarque par exemple un élément, ce qu'on appelle un constructeur par mèche multibeam. Donc, ça, c'est un élément élastique métallique. Vous voyez, donc là,
ce sont des types d'accouplement flexibles qui vont s'adapter. Donc, remarquez ici l'arbre moteur et l'arbre récepteur qui ont un défaut, défaut angulaire qui est un peu plus ou moins important. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des types d'accouplement flexibles. Vous voyez que ces accouplements flexibles s'adaptent avec la situation des défauts qu'on a. Alors, un autre type d'accouplement toujours flexible sont les accouplements à denture interne. Alors, ces types d'accouplement de denture interne, ils tolèrent des défauts angulaires. Donc, vous remarquez ici que ces dentures-là, ils sont bombés et qui vont tolérer un défaut angulaire, c'est-à-dire on peut avoir cet arbre-là, ce manchon-là lié à l'arbre, qui a un défaut angulaire plus ou moins important par rapport à l'arbre récepteur. Et bien sûr, vous avez l'élément 3 qui va être un élément qui va s'intégrer sur l'arbre pour réaliser l'entraînement. Et l'ensemble va être monté, c'est-à-dire un monté à l'intérieur de 2 et 3 et un donc à l'intérieur de 2 et 3 bien sûr à l'intérieur de l'arbre récepteur et l'arbre moteur. Voilà un autre type de joint, ce qu'on appelle le joint d'Oldham. D'accord? Alors, ce type de joint d'Oldham, ce sont des joints réalisés pour des défauts radials. D'accord? Et bien sûr, ces types d'accouplements, ce sont des accouplements non homocinétiques. Alors, le mot homocinétique veut dire tout simplement qu'ils n'auront pas la même vitesse. Parce qu'on a dit que sur les accouplements, souvent, la vitesse d'entrée égale la vitesse de sortie, mais sur ce type d'accouplement joint d'Oldham, l'arbre moteur, la vitesse angulaire de l'arbre moteur n'est pas égale à la vitesse de l'arbre récepteur. Ça veut dire qu'ils ne sont pas homocinétiques. OK? Très bien. Alors, comme vous voyez, donc, ces joints d'Oldham, comme on l'avait déjà dit, ne permettent pas de réaliser un accouplement homocinétique, puisque la vitesse de sortie ne sera plus égale à la vitesse d'entrée. Bien, on appelle les accouplements par joint de cardan. Alors, ces accouplements-là aussi, ce sont des accouplements avec un désalignement angulaire. Cette fois-ci, il n'est pas radial. Donc, il permet d'avoir des défauts radiales plus importantes. Et aussi, il permet d'avoir une liberté angulaire variable suivant tous les sens. Alors, ces exemples-là sont très utilisés, surtout pour la transmission, dans les différents véhicules, des voitures, des chars, des tracts, etc. Donc, plusieurs technologies utilisent ce genre de joints. Ce sont des joints qui sont très résistants et qui permettent de transmettre des puissances plus ou moins importantes. Alors, là aussi, pour ces types de joints aussi, ils ne sont pas homocinétiques. Et pour avoir l'homocinétie, ne sont pas homocinétiques. Alors, ces types de joints ne sont pas homocinétiques si on utilise un seul joint de cardan. Ça veut dire qu'on n'aura plus la même vitesse. La vitesse d'entrée ne sera plus égale à la vitesse de sortie. Alors, pour avoir la même vitesse, c'est-à-dire pour que la transmission soit homocinétique, il faut que alpha, il faut avoir tout d'abord deux joints de cardan, et il faut avoir les arbres d'entrée et l'arbre de sortie soient parallèles, et bien sûr, l'inclinaison de l'arbre du joint par rapport à l'arbre d'entrée, alpha 1, doit être égal à alpha 2. Donc ça, c'est un type très important et très utilisé dans la transmission, que ce soit dans tous les véhicules, que ce soit les véhicules utilitaires ou les véhicules de tout type. D'accord? Donc, bien. Alors maintenant, on va passer à un... alors, on va relier par une flèche l'accouplement permanent avec les avantages et les inconvénients. D'accord? Alors, que ce soit pour l'accouplement rigide et que ce soit pour l'accouplement élastique. Et on va voir la différence. Donc ici, vous avez plusieurs propositions et que vous allez les lier. Par exemple, un accouplement qui résiste à la fatigue et, et l'usure rapide, ou bien un accouplement qui va entraîner une fatigue et une usure rapide des paliers, c'est quel type? Est-ce que c'est l'accouplement élastique ou l'accouplement rigide? Il permet un léger déplacement de la position relative des arbres. Quel type? Est-ce que l'accouplement rigide il permet un léger déplacement?
Alors, la question, c'est non, bien sûr. Est-ce qu'il peut, l'accouplement rigide, il peut amortir les vibrations? Non, il ne permet pas d'amortir les vibrations. Est-ce qu'il permet de transmettre instantanément et brutalement les à-coups provenant d'une variation brusque du couple résistant, hein, pour l'accouplement élastique? Est-ce qu'il transmet instantanément? Ben non, bah, c'est l'accouplement rigide, bien sûr, puisqu'il n'y a pas il n'y a pas de perte, il va transmettre instantanément. N'accepte aucun désalignement des arbres. Est-ce que l'accouplement élastique n'accepte aucun désalignement des arbres? Non, bien sûr que non, parce que c'est l'accouplement rigide qui n'accepte pas des désalignements. Est-ce qu'il assure la souplesse de la transmission? Un accouplement rigide, est-ce qu'il assure la transmission, la souplesse de la transmission? Ben, la réponse est non, bien sûr. Il n'a pas de souplesse. Est-ce qu'il amplifie les vibrations de l'arbre moteur à l'arbre récepteur et réciproquement un accouplement élastique? Non, ben c'est l'accouplement rigide. Bien. Bon, je vous laisse un peu faire une petite réflexion et je vous donne la solution tout de suite. Voilà, très bien. Donc, merci pour votre attention et on passe maintenant aux applications qu'on va discuter ensemble. Donc, on va travailler sur le problème numéro un, système de lavage automatique. Oui. Bien. Alors, donc, ce sujet-là, il va traiter un système de lavage, donc qui va être représenté suivant ce dessin d'ensemble-là, qui va être monté et montré ici sur cette figure-là. D'accord? Donc, il s'agit d'un réducteur renvoi d'angle, hein, utilisé dans un système de lavage automatique. Ici, on va étudier ce système-là. Donc, la première des choses à voir et à maîtriser, c'est la lecture des dessins d'ensemble. Bien, donc le dessin d'ensemble est composé de plusieurs pièces qui sont assemblées et qui sont vues suivant une coupe, bien sûr, une coupe euh, presque totale de l'ensemble. Et bien sûr, la coupe, le rôle de la coupe, c'est montrer les formes intérieures et montrer aussi la matière, avoir une idée sur la matière que composent les différentes pièces. Bien, donc on va chercher tout d'abord l'entrée. Donc vous voyez ici l'entrée, elle est par ce moteur-là. Donc vous avez l'arbre moteur et l'arbre moteur va être lié avec un arbre récepteur. Et on a dit que pour lier un arbre moteur avec un arbre récepteur, on doit utiliser un accouplement. D'accord? Bien, alors ici, le type d'accouplement, on va le détecter. Bien sûr, on doit voir est-ce que cet accouplement-là possède des éléments élastiques. Si oui, on va décider, bon, est-ce que c'est un accouplement rigide ou on appelle accouplement élastique, premièrement. Donc, à première vue ici, on peut déjà décider que c'est un accouplement élastique puisque il est composé de la matière que compose la pièce 6, du caoutchouc. Et bien sûr, le caoutchouc fait partie des éléments élastiques. Bien, donc l'arbre moteur est lié à l'arbre récepteur. Ici, vous avez un, un, un guidage. Quel type de guidage ici? Donc, c'est un guidage en rotation. Comment est assuré ce guidage en rotation? À l'aide de quoi? À l'aide des cocinets. Donc, vous voyez ici, on a des cocinets à collerette. Et vous avez ici un pignon, hein, un pignon qui est bien sûr usiné sur l'arbre. Et ce pignon-là, on a ici un engrenage, donc il va transmettre la puissance via l'engrenage, bien sûr via la roue dentée. D'accord? Donc, premier engrenage ici. Et bien sûr, ce mouvement-là, cette puissance-là va être transmis vers cet arbre-là. Et cet arbre-là, il est lié à un autre pignon, mais cette fois-ci un pignon conique. Donc ici, les pignons coniques vont transmettre à partir de deux arbres orthogonaux, d'accord, la puissance via un engrenage aussi. Et bien sûr, vous avez ici la sortie. Bien. Donc, premièrement, on va chercher, on va compléter le schéma cinématique. Donc, ici, donc, vous voyez sur le schéma cinématique, parfois il complète la compréhension du type d'accouplement. Alors, ici, le schéma cinématique désigne qu'il s'agit d'un accouplement élastique.
Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a ici des cosinets. Donc, on a dit que les cosinets ils permettent de réaliser le guidage en rotation. Donc, automatiquement, ici, c'est un pivot. Hein, c'est une pivot. Alors, vous avez ici le pignon 8, c'est celui-là. Le pignon 8 va transmettre à l'aide d'un engrenage vers la roue 12. Alors la roue 12, elle est montée sur l'arbre. Comment ici? Elle est montée encastrée, d'accord? Donc ici, il est encastré. OK. Et ici, vous avez l'arbre qui est guidé en quoi? Est-ce qu'il est guidé en rotation ou en translation? Donc ici, vous avez des cosinets. Donc automatiquement, c'est un guidage en rotation. C'est un pivot ici. Pivot. Et vous avez la roue pignon qui va transmettre vers le pignon, la roue conique. Et bien sûr, ici, vous avez les cosinets aussi. Ici, c'est une pivot. D'accord? Donc, j'espère que c'est très simple. Bien, alors maintenant, on va passer à la question numéro 3. Donner le nom et la fonction des pièces ci-dessous. La pièce 3. Alors, on va chercher la pièce 3. Donc, la pièce 3. Alors, la pièce 3. Donc, souvent, c'est PS3. C'est pas très clair ici. Alors, parce que si c'est une vis à tête cylindrique CHC, la fonction, c'est de réaliser l'assemblage. D'accord? La pièce 4, on va dire que la pièce 4, c'est une clavette. Clavette. Alors, clavette parallèle. La fonction de la clavette, c'est bien sûr réaliser la transmission. Et donc, l'entraînement en rotation. D'accord? Réaliser la transmission, l'entraînement en rotation. La pièce 15, c'est le cosinet. Donc, la pièce 15, c'est le cosinet. La fonction, c'est le guidage en rotation. 4. Donner le nom et la fonction des composants 4, 5, 6. Alors, 4, 5, 6, 4, 5, 6, il constitue quoi? Il constitue un accouplement élastique. D'accord? Et bien sûr, la fonction de l'accouplement élastique, c'est quoi? C'est lier l'arbre moteur d'une façon permanente, l'arbre moteur et l'arbre récepteur. OK, très bien. Alors, donner un autre composant ayant la même fonction que ce composant. Donc, on peut dire un accouplement élastique, un accouplement rigide. On peut utiliser aussi un accouplement rigide. C'est un autre type d'accouplement. Donner les avantages de ce composant. Alors, l'avantage de l'accouplement élastique, c'est qu'il est, donc, il va tolérer des défauts, et il va, bien sûr, il est silencieux, c'est-à-dire il filtre plutôt les vibrations, etc. Le rapport de réduction obtenu par cet ensemble est noté R. Donc, le rapport de réduction, c'est très simple à calculer. Donc, si on veut calculer le rapport, donc vous avez le réducteur 8, 12, 17 et 18. Alors, pour calculer ce rapport-là, donc vous avez deux engrenages, un et 2. D'accord? Deux engrenages. Un engrenage cylindrique à denture droite et un engrenage conique à denture droite. C'est très simple à calculer. Alors, le nombre, ok, donc R, donc c'est Z8 fois Z, donc quelle roue ici? Z17, Z8 fois Z17 divisé par Z, alors Z12 fois Z18. OK? Donc, tout calcul fait, bon. Et l'anthrax, on a l'anthrax A812 égale à 120. A812 égale à 120. Le module égale à 2. La fréquence de rotation motrice. Le moteur rendement, etc. Donc, c'est très simple à calculer. Vous pouvez faire ce calcul très simplement. D'accord? Rien à... Bien. Alors, on va voir la suite. Donc, calculer le rapport de réduction R2. R2
Alors, vous avez le rapport R1, c'est celui-là, c'est Z de 8 divisé par Z de 12, d'accord? Ça, c'est le rapport R1. Et le rapport R2, on voit donc R2, 8, 12, etc., 17 et 8, d'accord? Ok, donc ça va constituer tout l'engrenage, hein, d'accord? C'est le R qu'on a calculé auparavant. Calculer la vitesse angulaire. Alors, oméga de sortie d'angle, sachant que Vs égale à 6 mètres est le diamètre de la roue. Alors, quand on vous donne comme ce sens-là, il faut toujours chercher la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire, sachant que donc Vs égale à R fois oméga S, et on a le rayon. Ici, il faut faire attention juste aux unités pour ne pas commettre d'erreur de calcul. Déduire alors la fréquence de rotation ns, donc ns égale à 2pi, alors oméga égale à 2pi n sur 60, donc on peut sortir ns. Détermine la fréquence N1 à la sortie du moteur réducteur. Donc là, on va faire appel au rapport, déduire le rapport de réduction du moteur réducteur R1. Donc, automatiquement, on peut déduire de ça. Calculer le couple moteur. Donc, le couple moteur, on va le calculer à partir de la puissance. On a la puissance égale à C fois oméga et on peut sortir le couple. OK. Essayer de discuter le système, répondre plus ou moins aux questions. Et après, bien sûr, on va passer aussi au problème numéro 2, système de réducteur d'engrenage. Et bien sûr, sur celui-là aussi, on va discuter un peu les différents questionnaires, comment on va résoudre le problème. Alors, l'exercice suivant. Alors, l'exercice suivant, il est constitué donc d'un réducteur associé à un moteur et constitué par deux watts. 17, 16, 14, 15. Les axes de l'arbre moteur et celui de l'arbre tambour 13 sont dans le même prolongement. On désire déterminer quelques caractéristiques de ce réducteur. Alors, vous avez le moteur, l'entrée de là. Vous avez ici donc si c'est un limiteur de couple, bon, ce qu'on appelle aussi un accouplement de sécurité. Donc, c'est à partir du symbole, qu'on a déterminé ce type de limiteur de couple. Et vous avez ici un frein, d'accord? Donc, un frein, souvent ici, c'est un frein à tambour. Donc, ça fait partie des symboles de frein. Et bien sûr, vous avez ici liaison pivot, ici vous avez un pignon, ici une roue dentée, et ici un pignon. Attention, ici c'est une couronne, c'est-à-dire vous avez ici un engrenage intérieur, vous avez ici une liaison pivot, et là vous avez la sortie. La sortie, ok? Donc le dessin d'ensemble de l'embrayage, donc ici il s'agit d'un embrayage, j'ai dit auparavant c'est un limiteur de coût, mais c'est un embrayage frein. Un embrayage frein, donc c'est un ensemble qui constitue à la fois un embrayage, donc pour transmettre la puissance d'entrée vers la puissance de sortie, et en même temps un système de freinage, c'est pour freiner la rotation ou bien ralentir bien sûr la rotation. Donc vous avez ici le type d'embrayage est un embrayage monodisque puisqu'il y a un seul disque, progressive, à friction, plane. Et là, comme on dit ici, automatiquement quand je vois ce type de symbole, c'est un symbole de la bobine. Donc c'est une commande électromagnétique, d'accord, électrique. Bien, alors les rayons des garnitures R, quand on vous donne comme ça, donc ça veut dire que vous pouvez calculer le couple. D'accord? La vitesse de rotation du moteur, elle est là. Donnez le nom et la fonction de l'embrayage utilisé. Donc, on l'a dit déjà. Donc, l'embrayage ici, c'est un embrayage monodisque, progressive, euh, friction progressive, monodisque, contact plane, à commande électromagnétique. Quelle est la fonction? La fonction, bien sûr, c'est lier l'arbre moteur et l'arbre récepteur d'une façon temporaire. Donner d'autres types d'embrayage, il suffit de changer la commande, commande manuelle, commande pneumatique, commande hydraulique, etc.
Et est-ce qu'il s'agit d'un accouplement temporaire ou permanent? Ah ben, temporaire, puisque on peut à volonté, hein, séparer la liaison. De quel type d'embrayage s'agit-il? Progressif ou instantané? Alors ici, c'est progressif, puisqu'on a les disques de friction. Voilà, on a justifié. Sur le dessin, le système était en position embryo-freinée. Alors ici, comme vous voyez, donc le système, il est en position freinée, bien sûr. Hein, c'est en position freinée. D'accord? On va tourner, très bien, etc. En fonction du grand diamètre, petit diamètre. Et la puissance P5, c'est C fois oméga, c'est le, voilà, alors étude de réducteur. Donc là, l'étude de réducteur, on va calculer donc les différents caractéristiques des roues, calculer la vitesse de rotation du tambour 13. Donc le tambour 13 est en fonction bien sûr de la fréquence de rotation moteur et du rapport de réduction. Comparer le sens de rotation 13 et celui de l'arbre moteur. Donc il suffit d'avoir ici, donc ici on a deux contacts. On a un seul contact extérieur, celui-là c'est un contact intérieur, donc on ne peut pas le prendre en considération. Donc automatiquement, le sens il est différent, puisqu'on a ici un moins 1. OK? Très bien. Donc, je fais cet exercice-là et merci pour votre attention.